Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Barbier qui a été le directeur de l'Express pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes aussi éditorialiste chez BFM TV, à Franc-Tireur. Vous avez également d'autres activités théâtrales, on va en parler. Et puis, vous êtes de la maison. Exactement. C'est un bonheur de venir tous les matins interviewer un homme politique et puis de participer aussi à l'émission de Cyrielle où je m'occupe là encore de théâtre. Alors justement, donc le théâtre, jusqu'au 2 avril, vous êtes à l'affiche d'une pièce de théâtre qui s'appelle Mademoiselle Chanel en hiver. C'est une pièce de Thierry Lassalle au théâtre de Passy. Et vous y incarnez donc l'écrivain Paul Morand et la liaison, non pas amoureuse, mais la liaison tout court qu'il a avec Gabrielle Chanel durant l'occupation un peu en exil en Suisse, c'est ça ? Oui, nous sommes en 1946, ils ont tous les deux collaboré, ils se sont retrouvés bannis de Paris et ils se retrouvent dans un palace helvétique, tout frais payé par Chanel bien sûr. Morand manque un peu d'argent à ce moment-là. Lui a été ambassadeur de Vichy, collaborateur de Pierre Laval. Elle a eu une histoire d'amour avec un Allemand, ce passé les rattrape, les poursuit. Ils nourrissent un peu un sentiment de revanche, ils ont envie de revenir à Paris, de reprendre leur place. Ça va leur prendre du temps, ils reviendront après l'amnistie de 53. Ils retrouveront leur place, lui il se fera élire à l'Académie française, elle retrouvera la gloire et la fortune avec ses créations. Néanmoins, il y a de la rancœur, il y a du ressentiment, il y a un peu de remords aussi chez ces êtres-là qui ont conscience qu'ils se sont trompés dans les aiguillages de l'histoire, mais c'est la face sombre. C'est pour ça que cet hiver, c'est pas seulement l'hiver de la saison climatique, c'est aussi l'hiver de deux personnages dont les mentalités, les croyances se sont effondrées. Ils sont pas du bon côté de l'histoire à ce moment-là. Et alors donc le théâtre est un média évidemment, et nous sommes une émission de médias et nous allons revenir dans cette émission sur votre passage, d'abord un long passage, plus qu'un passage, à l'Express. Donc de 2006 à 2016, vous en êtes le directeur de la rédaction. Et la première chose que vous faites quand vous arrivez à l'Express, c'est vraiment de faire le ménage. C'est-à-dire que vous remerciez beaucoup de chefs de service, beaucoup de rédacteurs en chef, beaucoup de chroniqueurs extérieurs. Est-ce que c'est ça, quand on passe de journaliste à patron de presse, on est obligé d'avoir moins d'état d'âme ? C'est pas tant la nomination que la période. Nous sortions d'une époque où l'équipe de direction, la rédaction en chef, avait été nommée par Denis Jambard à son arrivée. Donc on avait tous une dizaine d'années dans les pattes. Et il y avait un épuisement de cette équipe parce que diriger, ça finit par créer aussi de la routine, des habitudes, des fatigues. Et puis il y avait un épuisement de la formule aussi du journal. Donc j'ai voulu en effet changer quasiment l'intégralité de la rédaction en chef pour ce renouveau. Ça n'a pas été d'ailleurs extrêmement contesté parce que les gens aspiraient dans la rédaction à un renouvellement de toutes les têtes, pas seulement le directeur, mais toute l'organisation, le redécoupage des services, des attributions. Et j'ai échoué dans un autre domaine, c'est que j'espérais que les rédacteurs en chef qui quittaient leur poste retrouveraient une place de grands reporters, d'éditorialistes, et qu'on pouvait continuer à participer à une rédaction sans avoir forcément des responsabilités. Et ça n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire que la plupart de ces rédacteurs en chef ont cherché ailleurs et sont partis. On négociait leur départ. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas supporté l'idée de ne plus être chef dans la chefferie. Et moi, je pensais qu'on pouvait continuer à servir un journal en étant plus chef. C'est ce que j'ai essayé de faire en 2016, puisque je n'étais plus directeur à ce moment-là. C'est Guillaume Dubois qui m'a succédé quand Alain Veil a pris la direction du journal. Et ils m'ont proposé de rester comme éditorialiste et conseiller éditorial. Et j'étais ravi. J'étais ravi de continuer à participer à une équipe que je ne dirigeais plus, mais que j'avais dirigée. Mais je constate que dans nos métiers, c'est pas simple. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, en particulier, ou en général d'ailleurs, chez un journaliste, quand vous êtes patron de presse? Quelle qualité vous recherchez chez un rédacteur en chef ou chez un reporter? D'abord la curiosité. Que ce soit pour un stagiaire ou pour un rédacteur en chef, il faut de la curiosité. S'intéresser à tout, ouvrir un œil dès qu'il y a quelque chose dans l'actualité pour voir s'il n'y a pas un sujet derrière à traiter. Il faut être dans une curiosité inaccessible à la routine. Et c'est là où exercer pendant plus de 10 ans des fonctions, c'est insupportable. Moi, j'avais toujours dit, il faut faire 2 quinquennats à la direction de l'Express parce qu'au-delà, forcément, on a des habitudes et on n'est plus avec la curiosité en éveil. Ensuite, je demande l'indépendance. L'indépendance par rapport aux supérieurs, par rapport aux actionnaires, par rapport
rapport aux annonceurs, mais aussi par rapport aux sources qu'on peut avoir et qui souvent, quand on fait confiance à une source et que ça devient un peu mécanique, peuvent devenir un piège pour le journaliste. Il faut rester dans l'indépendance la plus totale. Je me suis beaucoup battu à l'intérieur de la rédaction pour vérifier en permanence cette indépendance de chacun et de tous. Ça, c'est indispensable au bon fonctionnement de son métier. Et puis la troisième requête, c'est une honnêteté déontologique parfaite. C'est-à-dire que quand on écrit, on a un pouvoir incroyable. Si on écrit du mal de quelqu'un, on peut lui porter tort. Et donc l'équilibre des parties, donner la parole aux gens qu'on va mettre en cause, c'était des domaines sur lesquels j'étais très intransigeant. Je relisais toute la copie, toutes les semaines de chaque numéro, en grande partie pour cette raison-là. Pour vérifier que dans un article, il n'y allait pas y avoir une affirmation Vous étiez directeur de la publication aussi, peut-être. J'étais directeur de la publication, donc j'avais l'engagement juridique. Donc, puisque je devais assumer devant les tribunaux ce qui était écrit, je voulais vérifier qu'on avait respecté toutes les règles. Et ma grande fierté, mais aussi mes grandes frayeurs, ça a été d'arrêter parfois in extremis des articles où on n'avait pas fait ce travail d'équilibre des parties et de paroles données à ceux que l'on accusait parfois. Et alors, pour un patron de presse, est-ce qu'il y a des qualités, j'imagine, en plus à avoir, et peut-être des choses sur lesquelles on est obligé de se mettre plus en retrait par rapport à son rôle de journaliste ? Il faut savoir déléguer et laisser les rédacteurs en chef, les chefs de rubrique, maîtres de leur domaine. Il faut les stimuler, il faut évidemment les interroger. Tu es sûr que c'est ce sujet qu'il faut faire cette semaine, mais pourquoi tu essayes de me vendre ce papier ? Mais c'est à eux d'être maîtres de leur domaine. Au risque d'une féodalisation des rédactions, mais c'est nécessaire de laisser à chacun un territoire. Il faut d'autres qualités aussi quand on passe de rédacteur en chef ou de journaliste à directeur de la rédaction. D'abord, il faut être apte à prendre 150 décisions par jour, dont 140 n'auraient pas dû vous remonter. Mais c'est comme ça que fonctionnent les organisations, chacun veut se couvrir et c'est à vous de dire oui, non, 150 fois dans la journée. Il faut être très attentif aussi à la gestion économique d'une rédaction. C'est une œuvre intellectuelle et un peu artistique, une rédaction, mais c'est aussi une responsabilité économique. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a une gestion derrière, il y a une entreprise. Et on peut ne pas en être conscient quand on est journaliste de base, on n'a pas le droit de ne pas en être conscient quand on est directeur de presse. Et vous, justement, sur la gestion économique, quand vous êtes arrivé, l'Express perdait beaucoup d'argent et sous votre double quinquennat, elle a perdu aussi beaucoup d'argent, je crois à peu près 90 millions d'euros. Comment est-ce que vous viviez cela ? Est-ce que c'était contextuel ? Évidemment que c'était aussi un peu contextuel puisque toute la presse vendait moins. Et comment est-ce qu'on arrive à travailler dans ce contexte un peu morose ? Alors d'abord, il faut distinguer perte et perte. La perte que vous citez, c'est une perte de la valeur entre ce qui avait été acheté par l'actionnaire quand je suis arrivé et combien il l'a vendu. Et ça, c'est la valeur, elle ne dépend pas du travail des journalistes ni même des performances en kiosque. Après, il y a les exercices. On a eu des exercices très bénéficiaires. L'année 2007-2008, avec Nicolas Sarkozy, qui faisait vendre beaucoup de papier. On avait eu l'interview exclusive de Carla Bruni, qui a battu tous les records historiques de vente de l'Express. On a vendu 200 000 exemplaires en kiosque. Aujourd'hui, l'Express, c'est 8000 exemplaires par semaine en kiosque. C'est des phénomènes qu'on ne retrouvera plus dans l'histoire de la presse écrite. Tout ça avait amené une certaine prospérité. On a beaucoup investi dans Internet, on a beaucoup investi dans les éditions régionales. Donc, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir eu une gestion défaillante. On a été très vigilants, je dis on parce qu'il y avait aussi toutes mes équipes de direction, et on a rendu une copie assez bonne. Mais il se trouve qu'à la sortie, l'Express valait moins qu'à l'entrée, tout simplement parce que la presse écrite a perdu beaucoup de valeur. Après, c'est classique, je l'assume, quand un directeur s'en va, on charge la partie perte, ça permet de remettre les ardoises à zéro. Tout ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est les aventures éditoriales qu'on a connues. Mais nous avons géré ce journal dans les années de crise. Moi, j'enviais un de mes prédécesseurs, Yann Delécotet, qui disait, chaque semaine, il disait ça dans une interview, chaque semaine, j'ai de quoi faire 2 ou 3 fois le journal. Et je prends les meilleurs articles et les autres, je les jette à la poubelle. Ils avaient une rédaction qui était montée à 350 journalistes au milieu des années 80. L'argent de la publicité ruisselait, noyait le journal. Eh ben, tant mieux pour eux. Ma génération, ça a été la génération qui a géré les crises. La mutation Internet, la disparition de la pub après 2008, ça a été une crise absolument terrible, les coûts qui ont augmenté, les plans sociaux. Il fallait faire le travail. Sinon, on peut refuser et rester salarié, simple salarié, mais bon, j'ai accepté de cette responsabilité. Aujourd'hui, pour l'Express, c'est encore pire. Alors aujourd'hui, c'est Alain Veil, vous le rappeliez, c'est Anne Rosencher aussi qui est à la tête du Oui, Eric Scholl journal. aussi qui est là, Anne qui est associée. Avec cet objectif qui avait été affiché dès l'entrée d'Alain Veil au capital, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment capital, mais... il est propriétaire du journal. C'était bâtir The Economist français. Donc c'est une très grosse ambition, parce que c'est sans doute un des magazines de plus grande qualité en Europe. Et
Aujourd'hui, on n'y est pas, quand même pas vraiment. Il y avait un objectif de 200 000 abonnés numériques. Il a supprimé les services culture, le service documentation, le service investigation, pour mettre beaucoup plus d'international, beaucoup plus d'économie, beaucoup plus d'opinion. Ça ne trouve pas son résultat clairement dans les kiosques. Vous le disiez, 8000, c'est quand même très faible pour un journal historique. Oui, mais comme l'Express. l'aventure du kiosque pour les news magazines, elle se termine tout doucement. Même les abonnés numériques, c'est quand même pas... Alors, le développement, il est là. Le développement, il est là. Il est évidemment du côté des abonnés numériques. Alors, le journal a eu la malchance de lancer cette nouvelle aventure, et après, il y a eu la Covid, donc c'était pas des périodes idéales. Et puis, cette mutation, elle nécessite beaucoup d'investissement, et forcément, elle est lente. Il faut être extrêmement opiniâtre. Vous y croyez, oui, vous à terme, ça fonctionnera. Simplement, il faut prendre en compte deux choses. D'abord, la numérisation avec tout ce que ça nécessite d'investissement. Les abonnés numériques, on va les décrocher avec peine, il faut les garder. C'est un énorme travail pour tous les titres, les quotidiens comme les hebdos. Et puis, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, le rythme naturel de l'information d'un citoyen éclairé, d'un honnête homme, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est plus le rythme hebdomadaire. On n'attend plus le mercredi ou le jeudi pour avoir l'info et l'analyse de l'info de la semaine écoulée. On veut, à l'instant T, tout de suite savoir ce qui s'est passé. On veut, à l'instant T+1, avoir des éléments d'analyse, et ça, on va le trouver chez les chaînes d'info. Et puis, on veut après, et il y a une place pour ça, une réflexion plus froide et plus approfondie. Alors, on va aller vers le livre ou vers la revue mensuelle ou trimestrielle. L'hebdo est un peu entre les deux. Il n'est pas dans la compétition du hot news, et il n'est pas dans le rythme des revues. L'hebdo va trouver sa place par deux voies possibles. La voie de l'opinion. Avoir une ligne éditoriale extrêmement tranchée et rassembler des lecteurs qui croient dans vos valeurs. Alors c'est quoi, le choix qu'ont fait des journaux comme Valeurs Actuelles, par exemple. La ligne éditoriale de l'Express. Et puis l'Express a fait un autre choix avec cette métaphore de vie économiste à la française, qui n'est pas seulement une ambition commerciale. On n'a pas la langue anglaise, donc on n'aura jamais les ventes de vie économiste. L'Express a la possibilité d'être vie économiste dans l'exigence intègre de l'analyse juste, intellectuellement ambitieuse et pas du tout racoleuse. Voilà. Et de ce côté-là, le pari éditorial tenu par les équipes sur les domaines que vous citiez, international, économie, politique, il est au rendez-vous. Alors évidemment, ça fait pas le buzz, ça fait pas le bruit d'une fanfare, c'est pas les unes de Valeurs Actuelles qui font scandale de temps en temps, qui provoquent des polémiques. C'est un autre choix éthique, intellectuel et commercial. À mon avis, à long terme, il est payant pour l'Express, mais il faut être très patient. Il faut aussi investir sur l'information et l'analyse la plus chaude. Et tenir ces deux bouts, c'est pas évident. Cette année, c'est l'année des 70 ans de l'Express, 15 mai 1953, le premier numéro. C'est l'année aussi qui va permettre de réaffirmer ce nouveau contrat intellectuel avec le lectorat potentiel. Alors, vous êtes à l'origine d'un nouveau média aussi, d'un nouveau magazine, enfin hebdomadaire plutôt. Oui. C'est le Franc-Tireur. Exactement. Franc-Tireur qui a été lancé en 2021, qui compte aujourd'hui 20 000 abonnés, donc c'est plutôt un succès. Et alors, lui, comment est-ce qu'on pourrait résumer sa ligne éditoriale ? C'est plutôt hostile à l'extrême droite, c'est plutôt hostile au wokisme, à la cancel culture. C'est assez compatible peut-être avec le macronisme aussi. C'est hostile à tous les extrémismes. Mélenchon, Le Pen, les wokistes, mais aussi l'international, Trump, Poutine. Est-ce que c'est un peu une gauche valsiste, on pourrait dire ? Alors, il y a des choix de Manuel Valls qui se retrouveraient dans Franc-Tireur. Le combat pour la laïcité, par exemple, le combat pour la République, le combat contre Dieudonné. Là, évidemment, c'est valsiste. Il y a en effet des partis qui sont plus macroniennes sur, par exemple, le choix de l'Europe. C'est évident que c'est un journal pro-européen, c'est pas du tout un journal du non au référendum de 2005. En revanche, sur l'économique et le social, on est plus à gauche que Macron. La critique de la réforme des retraites actuelle est une critique où la justice sociale est plus mise en avant par Franc-Tireur que par le gouvernement. En revanche, sur l'économie libérale d'entreprise, on est parfois plus libéral avec des intervenants comme Olivier Babot. Donc, on est dans cette idée que les extrêmes sont dangereux pour le pacte démocratique, il faut tous les combattre. Et que, hors les extrêmes, tout se débat. On n'a pas forcément raison sur la réforme des retraites ou sur l'entreprise, tout se débat. Là, on peut débattre. Mais le combat contre les extrêmes, contre le complotisme notamment, ça ne se négocie pas, ça ne se mégote pas. C'est pas en faisant le dos rond, en disant « Oh, ça va passer le wokisme, oh, la cancel culture, c'est une mode, ça passera ». Non, il faut combattre, sinon on se fera dévorer. Donc c'est un journal de combat, comme l'indique le titre. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut choisir. Soit on est dans le journal d'opinion et de combat, c'est le choix de Franc-Tireur, soit on est dans le journal d'analyse plus distancié, par exemple, c'est le choix de l'Express. Alors, mais on n'est pas, nous, un news magazine généraliste, on est un 8 pages en papier journal. C'est pour ça qu'on a pu faire le pari du kiosque à 2 € seulement. Il y a un autre magazine, vous venez d'évoquer Dieudonné, c'est Israël Magazine qui lui a donné l'occasion de s'exprimer et de présenter
ses excuses à tous ceux qui l'avaient blessé, dont évidemment au premier chef la communauté juive. Il y a beaucoup de personnalités qui lui ont parfois pardonné, même de manière quand même assez surprenante, y compris dans la communauté juive. Est-ce que vous, à franc-tireur, vous pardonnez à Dieudonné ? Non. Alors, pardonner est un mot qui fait appel à des valeurs éthiques presque religieuses. Je ne sais pas si c'est le bon mot pour l'analyse de presse. Tout simplement, on ne le croit pas. Il est évident que cette demande de pardon, cette demande d'excuse, qui n'est pas la première d'ailleurs, est une ruse marketing pour refaire parler de lui, obtenir une sorte d'affaiblissement de la vigilance de ses adversaires. Quelques jours avant, il était en spectacle en Suisse, je crois. Il n'avait rien changé à sa ligne prétendument humoristique et il recommencera. C'est une faute, selon vous, pour Israel Magazine d'avoir abrité cette un journal est libre de sa ligne éditoriale. Il n'y a pas de personnage interdit. Si on peut interviewer le diable et qu'on considère que ça a sa place dans les colonnes, on a le droit de le faire. Il n'y a pas de leçon de ligne éditoriale à donner à des journaux. À partir du moment où ils respectent la loi, ils font leur choix. Il y a des journaux qui n'interrogeraient jamais Michel Houellebecq, d'autres qui n'interrogeraient jamais Mélenchon, d'autres qui n'interrogeraient... Chacun fait ses choix et chacun est respectable. L'essentiel, c'est qu'il y ait du pluralisme. On peut considérer que le pluralisme est beaucoup plus présent dans la galaxie de la presse de la communauté juive qu'il ne l'est dans les propos de Dieudonné. Il y a une autre activité que vous avez dans la presse, et celle-là c'est dans les médias audiovisuels, c'est BFM TV. Donc vous êtes éditorialiste à BFM TV, c'est-à-dire que vous êtes invité très souvent pour donner votre point de vue sur les faits d'actualité du jour. La chaîne d'information, en général, c'est un média qui s'est développé, qui est devenu très important, qui peut-être sur le long terme supplantera les grands médias d'information comme TF1 ou France 2. Vous, comment est-ce que vous l'observez, à la fois de l'intérieur évidemment, mais aussi de l'extérieur ? Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, au débat public ? Les chaînes d'infos sont devenues en effet le média principal pour les gens. C'est pas forcément le média immédiat, puisque les gens ont souvent sur leur téléphone portable des alertes qui leur apprennent tel ou tel événement d'actualité. Mais tout de suite derrière, c'est la chaîne d'infos maintenant qui a pris l'ascendant. Et ça va se développer, puisque de plus en plus les gens auront des télévisions dans leur cuisine, dans leur salle de bain, là où il y a encore quelques transistors pour l'instant. Et puis un jour, on aura des voitures autonomes. Qu'est-ce qu'on fera dans la voiture autonome en allant au bureau ? Pendant qu'elle conduit toute seule, on regardera les chaînes d'infos. Donc c'est fondamental. Et les chaînes d'infos ont ce devoir du réflexe, de l'immédiateté, aller le plus vite possible pour apporter l'image et l'info. Elles ont le devoir aussi de la vérification. Et moi, je suis admiratif à BFM de la rigueur appliquée à la vérification de l'info dans un temps extrêmement court. Je vois des équipes hantées par la peur de dire une bêtise. Ça peut être une petite bêtise, une erreur dans le scroll, c'est mal vécu. Ça peut être une grosse bêtise. Les équipes sont hantées par cela. Et ça, c'est une grande vigilance déontologique et c'est la fierté des chaînes d'infos et notamment de BFM. Et puis, il y a plus. C'est aussi les chaînes d'infos, l'organisation du débat, avec des talks. Alors, il n'y a pas de prétention. C'est pas Arte, c'est pas des chaînes de réflexion qui vont faire le point définitif sur un sujet. C'est du débat dans la chaleur, avec les limites que ça peut avoir et parfois les excès qui peuvent se produire sur un plateau télé. Mais c'est fondamental parce que c'est la première pierre du débat public. Et là, les chaînes d'infos ont à réfléchir. Elles réfléchissent d'ailleurs sur leur format, sur la longueur de ces débats, sur la composition des plateaux, sur l'hybridation des plateaux. Un politique, des éditorialistes, des gens de people, des influenceurs. Qui a sa place et quelle est cette place ? Et puis, la montée en gamme. La chaîne d'info a le devoir de toucher très très large parce qu'elle a cette fonction démocratique. Personne ne doit être exclu et zappé parce qu'il ne comprend rien. Mais la chaîne d'info doit faire l'effort aussi de faire monter la connaissance de chacun et tirer vers le haut l'opinion. Et on a vu sur la Covid des émissions scientifiques, sur l'Ukraine des émissions géopolitiques. Donc les chaînes d'info doivent être au rendez-vous de cette montée en gamme. Alors faut pas faire non plus le master. Et vous trouvez que le pari est tenu ? Le défi est là. Et tous les jours, il faut essayer de faire au mieux dans toutes ces directions. L'info immédiate, la vérification, le débat et monter en gamme pour que les gens aient l'impression de sortir
plus experts, plus intelligents qu'ils ne l'étaient avant. Certaines émissions le font formidablement bien. C'est dans l'air sur France 5. J'ai la chance d'y participer régulièrement. C'est une émission qui monte le niveau. Oui, mais c'est 1h10 sur un sujet. Donc c'est évidemment plus facile que en 8 minutes sur un débat à 6 dans une chaîne d'info. Mais les chaînes d'info doivent garder cette ambition de faire en sorte que les gens auront trouvé de l'info, de l'émotion, parce que la vie c'est ça aussi, c'est des clashs, c'est de l'émotion partagée, mais aussi un gain intellectuel. Il faut sans cesse travailler dans cette direction. Et puis attention, on voit des chaînes d'infos faire des choix éditoriaux radicaux. C'est le cas de CNews. Ça vaut des polémiques, ça vaut aussi de l'audience. Il faut que les chaînes d'infos s'interrogent, quelle est ma ligne éditoriale ? Est-ce que je n'ai pas de ligne éditoriale ? Donc 5 minutes pour les uns, 5 minutes pour les autres, je me désinvestis. Est-ce que j'ai une idée éditoriale, c'est-à-dire des valeurs que je veux mettre en avant ? Et si oui, lesquelles ? Et comment on débat ? Ça, ce sont des débats qu'avait la presse écrite depuis toujours, qu'à l'Express, nous avions en permanence. C'est quoi nos valeurs ? C'est quoi notre ligne éditoriale ? En chaîne d'info, c'est un débat qui est un peu fui. On n'a pas le temps de s'interroger sur la ligne, puisqu'il y a déjà un fait nouveau dans l'actualité qu'il faut traiter. Alors ça, c'est la nouveauté un peu, même si c'est une nouveauté qui a déjà une bonne dizaine d'années, la chaîne d'information. Dans le paysage audiovisuel français, il y a une nouveauté aussi dans le divertissement. Et là, elle porte le nom de Cyril Hanouna, qui a un peu révolutionné la manière de faire un talk show, en France en tout cas. Dernièrement, sa dernière saillie, c'est contre le service public et plus particulièrement l'audiovisuel public. Alors, il a fait une espèce de prêche d'évangéliste, de pasteur évangéliste, où il arrive tout en blanc avec des gestuels et un message aussi. Et le message, c'est « ça n'en vaut pas la peine, 4 milliards d'euros, c'est beaucoup trop cher ». Et puis, cette justification un peu curieuse dont on va discuter, en disant « ils ne servent à rien, ils n'aident pas les gens ». Mais alors, quand on est un média, aider les gens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce serait pas simplement les informer ? Alors, il y a du juste et de l'injuste là-dedans. Le service public fait très très bien son travail dans des tas de domaines. Par exemple, France Culture, France Musique, ce sont des petits bijoux. On citait Arte, c'est une forme de service public, franco-allemand. France 5, il y a énormément de cases où le service public est au rendez-vous du service rendu au public. Et on peut être fier de cela. Néanmoins, dans la remarque, dans la diatribe de Cyril Hanouna, il y a aussi du juste. Il faut regarder de près les comptes. On met beaucoup d'argent dans l'audiovisuel public. Est-ce qu'il se modernise pour faire des économies, des gains de productivité, comme se sont modernisés tous les médias privés ? Il y a quand même un souci à voir que d'un côté, il y a la dotation publique, et puis c'est quand même, le service public est quand même là en compétition sur le marché de la publicité. En termes de radio, il dévore une part du gâteau qui est absolument énorme. En télévision, n'en parlons pas. Faut choisir peut-être. Et peut-être restreindre l'accès à la publicité. Laissons la publicité à ceux qui sont dans l'économie privée et qui doivent se battre. Et le public doit se contenter de l'argent que lui donne l'État. Ça l'obligera à faire des économies. Et puis, il y a le tabou de la privatisation. C'est pas parce que Le Pen et Zemmour l'ont proposé, la privatisation d'une partie du service public, qu'il faut l'interdire. Oui, il faut s'interroger. Moi, je pense que France 3, ça devrait être délégué aux régions. C'est pas une privatisation, mais c'est pas un média national. Chaque région devrait récupérer ses France 3 et les gérer en direct. Comme les régions gèrent les transports ou les lycées. Vous pensez qu'on Pareillement, peut je faire pense de la télé privée comme on fait de la télé publique ? Mais ça peut être la même chose. Il faut choisir. On peut pas être hybride. La chienne qui miaule, c'est un proverbe vendéen. On peut pas être une chienne qui miaule. Soit on est un chien, soit on est un chat. Or, le service public dit « Ah, je suis service public, donnez-moi de vos impôts, la redevance. » Et puis, je veux faire de l'audience comme le privé, donc je fais des jeux qui sont pas toujours très bons. Je fais des séries qui sont parfois très bonnes, parfois moins, parce que c'est le jeu de l'audience. Et je veux de la pub. Non, faut choisir. Moi, je pense que certains aspects du service public sont privatisables. Oui, en effet, privatiser France 2, pourquoi pas ? France Inter, pourquoi pas ? Évidemment, France Culture, France Musique, jamais. C'est pas privatisable. Donc, il faut s'interroger. Ça veut pas dire qu'on le décide, il faut l'étudier. Et c'est au législateur de le faire. Et je trouverais assez digne que le Parlement s'interrogeât sur cette privatisation éventuelle d'une partie du service public qui serait compétitif dans le privé, c'est-à-dire ça ne les ferait pas disparaître, et qui permettrait de concentrer l'argent sur les vraies missions de service public. Je note que le Sénat, par l'entremise de Roger Carucci, somme France Télévisions de dire combien d'argent a été dépensé pour Salto. C'est bien de regarder comment l'argent des Français est dépensé. Vous pensez que Cyril Hanouna est nécessaire, ou en tout cas est utile au débat public dans sa capacité parfois à pointer du doigt, peut-être de manière maladroite. Pas peut-être, sûrement de manière maladroite et excessive. Bien sûr, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Donc c'est pas l'éléphant qui va régler les problèmes. Bien sûr, il jette des pavés dans la mare, mais il faut quelqu'un pour le faire. C'est lui. Pourquoi c'est lui ? Vous le connaissez bien, vous pensez qu'il est sincère ? J'ai fait un livre avec lui. Oui, je crois profondément à sa sincérité, mais c'est aussi un businessman, c'est un producteur. Faut faire de l'audience, faut faire des coups. Donc il est dans cette mécanique de la provocation permanente, parce que c'est son fonds de commerce. Ne soyons pas dupes de cela. Mais derrière, il n'invente pas
ce qu'il pense pour faire de l'audience. Il pense vraiment ce qu'il pense. Et il le met en forme de manière à faire des coups. Et ça marche. Ne soyons ni dupes, mais ne soyons pas injustes avec Cyril Hanouna. Il a de véritables convictions. Il en vient du service public, donc il ne peut pas renier son passé, mais il y a des choses à dire. Pourquoi une certaine France ne regarde que Cyril Hanouna à la télévision ? Avec les limites de ces émissions qui sont parfois, en effet, parfois sulfureuses. Pourquoi il n'y a pas, dans le service public, assez d'émissions qui s'adressent à ceux qui étaient sur les ronds-points avec les gilets jaunes, à la jeunesse qui ne regarde que les influenceurs sur les réseaux sociaux et Hanouna ? Pourquoi le service public n'a pas été chercher ces gens pour leur dire restez dans la communauté nationale de ceux qui regardent le service public. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est peut-être le pari que fait le service public et que font d'autres types de médias. Il y a deux choix dans ce genre de situation où on essaye de tirer ces personnes-là vers le haut et on fait des émissions qui sont peut-être déconnectées effectivement de leurs préoccupations, ou on se met à leur niveau comme Cyril Hanouna. Alors, le service public doit tirer les gens vers le haut, c'est évident. Mais pour les tirer vers le haut, il faut déjà les attraper. Et donc, il faut construire des émissions qui les attirent. Et une fois qu'on les a attirés, là, on peut leur mettre du bon contenu dans les oreilles, dans les yeux. C'est la mission du service public. J'ai l'impression que le service public, parfois, fait l'impasse sur une catégorie de public, ou bien ne leur donne que des choses qui sont comparables à ce qu'on trouve sur TF1, M6 ou chez Hanouna. C'est pas normal. Le service public devrait, avec des produits de qualité de service public, pédagogiques, aller quand même chercher ces populations. Et je ne suis pas sûr que ça soit toujours le cas. Par ailleurs, il y a des lignes éditoriales, des défenses politiques de gauche bobo, pour dire vite, qui parfois animent le service public et le coupent d'une partie de ce peuple. Et le peuple a l'impression que son service public est un service public élitiste. C'est pas normal. Il y a énormément de choses formidables dans le service public, il y a beaucoup de choses perfectibles. Alors, Cyril Hanouna pointait du doigt le fait... Enfin, le domaine économique, en disant, bon voilà, c'est trop cher, 4 milliards. Il y a cette question aussi du coût qui revient dans à peu près tous les médias. Est-ce que c'est encore possible de gagner de l'argent avec un média ? On voit qu'il y a quand même beaucoup d'investissements à perte en général. Est-ce que c'est encore possible de gagner de l'argent, d'avoir un média d'envergure, que ce soit dans la presse écrite ? C'est peut-être un peu plus facile dans la presse audiovisuelle, mais est-ce que c'est une vraie préoccupation pour vous de vous dire on ne peut plus faire comme avant, lancer un journal comme l'ont fait à l'Express Françoise Giroud et Jean-Jacques Schreiber. On est obligé de faire rentrer directement du capital. Il faut repenser complètement notre organisation capitalistique des médias. On a inventé des lois antitrust il y a des décennies pour éviter qu'il y ait de la concentration. Résultat, en effet, investir dans les médias et y gagner de l'argent, ça devient très difficile. Donc, il y a que ceux qui vivent d'autres choses, le luxe comme Bernard Arnault, les avions de transport comme Dassault ou bien comme Bolloré, d'autres activités, qui peuvent se permettre d'avoir des médias parce que s'ils perdent, c'est pas grave, ils ont une autre industrie qui rapporte beaucoup. Et ça, c'est pas normal. Et donc, il faut reconstruire un paysage capitalistique qui permette à des groupes uniquement de médias d'être rentables. Donc il faut que chacun paye ce qu'il doit payer. Il faut que les citoyens se disent, mais oui, l'information a un coût, donc si je veux être bien informé par des gens indépendants, eh bien il faut que je paye mon média. C'est gratuit, ça n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye. Il faut que les annonceurs réfléchissent à où ils mettent l'argent de la publicité pour que des médias de qualité continuent à prospérer et pas forcément aller au plus facile, notamment en mettant la pub sur les moteurs de recherche. Et puis il faut que le législateur s'interroge, et il le fait d'ailleurs, pour éviter ces distorsions de concurrence qui font que des masses entières de financement publicitaire sont allées vers ces moteurs de recherche et ont asséché les médias. C'est un long combat, hein. Les médias ont toujours été confrontés, même au 19e siècle, quand il y a eu la presse de grand tirage, il y avait toujours ces problèmes de rentabilité. Baudelaire, après la Révolution de 1848, participe à un journal qui se vend très bien pour le premier numéro, et puis après, ça capote très très vite. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui ces problèmes-là. Mais il faut réfléchir à une réorganisation et à une refonte du droit qui permettent à de grands groupes de médias d'être prospères. Et on va terminer cette émission en questionnant votre rapport aux médias. Vous allez simplement répondre à mes questions de façon la plus brève possible. Le média que vous utilisez le plus ? Le média que j'utilise le plus, c'est encore, je crois, la radio. Parce que je bouge beaucoup et j'écoute plutôt la radio, y compris BFM que j'écoute en version radio. Le réseau social que vous utilisez le plus ? Twitter, mais uniquement pour m'en servir de thermomètre pour mesurer la colère du peuple et vindicter la haine. C'est pas toujours très réjouissant. La chaîne de télévision ? BFM. Forcément. La station de radio ?
Radio J, parce que j'y suis, mais c'est vrai que dans l'ordre, ma chronologie des radios le matin, c'est France Info tout de suite en me levant, Radio J parce que j'y vais, et puis après, Radio Classique pour écouter parfois des choses qui détendent. Le dernier film que vous ayez vu au cinéma? Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Avatar, la nouvelle version. La dernière série que vous avez terminée? Je regarde assez peu de séries, et la série interminable, infinie que je regarde en boucle, c'est Columbo. C'est la meilleure de toute l'histoire, les autres n'ont rien inventé. Et le dernier livre que vous ayez lu? Le dernier livre que j'ai lu, parce que je joue ce personnage, c'est Paul Morand. J'ai lu beaucoup de Paul Morand ces derniers mois. Le dernier est un des peut-être meilleurs livres pour l'écriture, mais pire pour l'idéologie, c'est Magie Noire. C'est d'un racisme profond. Eh bien, nous allons terminer là-dessus, mais nous allons terminer là-dessus en vous remerciant, Christophe Barbier, d'avoir été avec nous lors de cette émission, et puis on vous retrouve tous les jours sur les ondes de Radio J. Merci à vous. Bonne soirée à vous.